Je vous propose effectivement qu'on démarre, il est 19h03. Voilà, c'était l'occasion d'avoir 3 minutes pour accueillir de derniers participants ou participantes. Donc, David Protet, avec ma collègue Lola Lazaro, nous sommes chargés de l'animation de cette réunion au nom de la commission particulière du débat public, l'équipe du débat qui a organisé ce débat, ainsi que la Commission nationale du débat public. Je vais vous présenter très rapidement, dans un mot introductif, les organisateurs, mais vous les connaissez probablement si vous avez déjà participé à certaines modalités de débat public. Donc, comme je vous le disais, la réunion elle est organisée à la fois par les 9 membres de l'équipe du débat public, donc présidée par Michel Padré, que vous avez probablement eu l'occasion de voir ou de rencontrer, ainsi que Hilaria Casillo, présidente par intérim de la Commission nationale du débat public. Nous sommes, avec Lola, prestataire de la CNDP, chargée de l'animation de ce temps d'échange. Comme vous le savez, c'est une réunion de présentation du compte-rendu et du bilan du débat. Donc, assez naturellement, les objectifs sont assez clairs. Il s'agit de présenter les grands enseignements du débat. L'idée n'est pas de parcourir le document, le compte-rendu du débat dans son intégralité, mais plutôt d'en présenter de manière assez succincte les enseignements, ainsi que des recommandations et des demandes de clarification que l'équipe du débat a souhaité formuler. Nous aurons par la suite le deuxième objectif, c'est la présentation du bilan de la présidente par intérim de la Commission nationale du débat public à l'issue de ce débat. Et c'est l'occasion, bien entendu, de recueillir les réactions, vos observations et questions. Je tiens à préciser que c'est le temps du compte-rendu du bilan et non pas de la décision du maître d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage que sont EDF et RTE, qui ont 3 mois, on y reviendra en fin de réunion, pour répondre aux questions et recommandations. Donc là, ce n'est à la fois plus le temps du débat, c'est-à-dire que le débat est clos depuis déjà un certain temps, et ce n'est pas encore le temps de la décision et de la réponse aux questions et observations que la commission, l'équipe du débat et que la commission nationale vont vous partager. Alors, comment cette soirée va se passer? Donc, bon, on l'a un peu dit déjà en partageant les objectifs. Donc, dans un premier temps, on va avoir un temps de présentation du compte-rendu de l'équipe du débat, avec un retour sur le contexte et l'organisation du débat, sur son déroulement et sur les arguments qui ont été entendus, mais également les questions, les demandes de clarification, les suites à donner au débat. Euh, Après ce premier temps de présentation, on aura un moment d'échange où on fera notamment une synthèse de ce qui a été dit dans le chat et où on remontera les questions qui ont été posées dans le chat. Donc si vous êtes vraiment impatient et que vous avez très envie de poser vos questions, vous pouvez le faire pendant la présentation et on les relèvera et on fera en sorte de les faire remonter au moment du temps d'échange. Euh, à la suite de quoi, évidemment, vous apportera des réponses. Bien entendu, c'est des questions qui devront être adressées à l'équipe du débat, puisqu'on est là pour présenter le compte-rendu, ou à Hilaria Casillo dans le cadre de la présentation de son bilan, qui est donc dans la deuxième partie de cette soirée. Ce sera la présentation du bilan de la CNDP par Hilaria Casillo, présidente par intérim de la CNDP. Et de même, il y aura un petit temps d'échange à la suite où on fera une synthèse de ce qui a été dit dans le chat et où vous aurez l'occasion de lever la main, pour celles et ceux qui se sont entraînés à le faire, et de poser votre question à l'oral. À la suite de quoi, on vous présentera les suites du débat et on aura un petit mot de clôture. Les règles du jeu, vous les connaissez pour ceux et celles qui ont déjà participé à des temps d'échange de ce débat, c'est bien entendu de faire preuve de bienveillance, d'écoute et de respect des paroles qui sont données, à la fois des intervenantes et intervenants, mais aussi des participants et participantes qui partageront leurs observations et questions. Donc, ça a été dit par Lola, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter le compte-rendu, le bilan. Donc, on attend des réactions, des questions qui sont en lien avec les présentations qui vous sont faites ce soir. On sera vigilant sur la concision et le temps de parole pour que le maximum d'entre vous puissent s'exprimer, bien sûr. Et comme ça a été dit, pour ceux et celles qui sont arrivés un petit peu avant le début de la réunion, tout est enregistré et sera mis en ligne sur le site du débat, comme d'habitude, comme pour l'ensemble des temps forts du débat. Un petit temps pour Et faire connaissance, là-dessus, oui, Lola? pardon, c'était le temps de remettre mon micro. On va vous proposer de faire connaissance pour celles et ceux qui ont déjà participé et on va voir ça tout de suite. Vous avez l'habitude, on fait des petits, ce qu'on appelle des brises-glaces, donc un petit temps de prise de connaissance rapide. On est beaucoup, donc on va vous proposer de plutôt répondre aux deux questions qui vont s'afficher. La première, c'est comment avez-vous participé au débat public? Parce que si vous êtes là, bah,
on imagine que c'est que vous avez déjà participé. Donc vous avez de très nombreuses options. Est-ce que vous avez participé à des réunions publiques? Est-ce que vous avez participé plutôt en ligne, sur la plateforme, à un débat mobile, sur les marchés par exemple, à une visite de la centrale, à un atelier de médiation scientifique? Est-ce que vous avez rédigé un cahier d'acteurs? Et vous pouvez avoir fait plusieurs choses. Voilà. Normalement, vous pouvez cocher plusieurs options. Euh, et on vous demande aussi dans quelle région vous vivez. Alors, en sachant que, excusez-nous, on est limité par le logiciel. On n'a pas pu mettre toutes les régions, donc on a plutôt recentré sur les régions proches du projet Panly et autres, malheureusement. Mais si vous êtes peut-être partie de ces autres, vous pouvez le dire dans le chat. Je ne vous promets pas de pouvoir le relever, mais bon, je vois qu'on a déjà 62 personnes qui ont participé. Et en effet, je lis dans le chat, pensez à scroller, effectivement, donc à faire glisser la souris pour voir la deuxième question. Vu que les deux questions sont à la suite, il faut vraiment faire glisser ce petit sondage. Il y a déjà près de 80 réponses. J'ai quand même déjà des tendances qui se dégagent. Je pense que vous vous en douterez. Mais pour l'instant, on a une majorité qui a participé à plusieurs réunions publiques en salle ou sur YouTube. Alors, on a presque 90 réponses. On va bientôt partager les résultats si ça vous va. Alors, c'est bon, on a 95 réponses. Je me permets de partager les résultats. Donc, comme vous verrez, on a donc une majorité des personnes qui ont déjà participé au débat quand même, plutôt en réunion publique, beaucoup aussi sur la plateforme en ligne. On est ravis de vous retrouver. Et je vois qu'il y a quand même 17% des personnes qui ont suivi de loin, qui n'ont pas assisté encore à un événement. Donc, soyez les bienvenus, aucun problème. Et aussi pas mal de gens qui ont participé à la rédaction d'un cahier d'acteurs. Bon, on voit aussi une surreprésentation de l'Île-de-France. Peut-être parce que c'est une région très peuplée, on dira ça. Mais on a quand même une présence significative des Normands. Merci d'être là. Et évidemment des autres régions. Voilà. On ne saura pas ce soir précisément d'où vous venez, mais merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci Lola. Je vous propose de passer à la séquence suivante. Je tiens à noter d'ailleurs que quand même toutes les modalités sont représentées, parfois par une personne, mais il y a des gens qui ont participé aux ateliers de médiation scientifique ou qui étaient membres du panel citoyen et du CRJ Normandie. La séquence suivante, c'est très simplement, hein, comme ça a été dit en introduction, la présentation du compte-rendu par l'équipe du débat. Et donc, je vais passer la parole à Maëlle pour le début de cette présentation, pour vous présenter les faits marquants. Maëlle. Merci beaucoup, David. Alors, c'est une présentation à trois voix. Je vais vous présenter dans un premier temps le cadrage qui a été celui du débat, ainsi que les phases préparatoires de ce débat. Alors, dans un premier temps, je voulais très succinctement revenir sur le contexte qui a conduit à la saisine d'EDF et de RTE, donc le maître d'ouvrage du projet Panly et du programme de nouveaux réacteurs nucléaires EPR2. Ce contexte, vraiment au tout début des années 2020, entre 2020 et 2022, consistait à... Vous n'entendez pas? Est-ce qu'on m'entend? Si, très bien. Oui, très bien. D'accord, très bien. Donc, du coup, parfait. Alors, pour vous dire donc, que ce projet et ce programme ne pouvaient se faire qu'à la condition expresse qu'il y ait une révision des lois en vigueur, et notamment de revenir sur l'objectif d'une limitation à 50% de la production électronucléaire en 2035, ainsi que des 63,2 gigawatts installés qui correspondent plus ou moins à la puissance installée actuellement. Donc, un tel projet, un tel programme supposait une nouvelle loi de programmation énergie-climat, la LPEC, qui est prévue cette année, ainsi que d'une nouvelle PPE, donc une politique pluriannuelle de l'énergie. Le discours de Belfort du président Emmanuel Macron, qui était alors candidat à sa réélection, mettait en avant le souhait de relancer 6 réacteurs EPR2 et éventuellement 8 autres plus tard. Néanmoins, ce souhait doit se conformer à la loi qui sera votée par le Parlement. Il s'agit là d'une annonce voilà,
d'un programme qui est particulièrement important et qui est structurant pour l'avenir énergétique de la France, ce qui a conduit le gouvernement à lancer une concertation générale sur cet avenir énergétique. La saisine de la CNDP par EDF et RTE, donc qui sont les deux maîtres d'ouvrage conjoints pour ce projet et ce programme, a été précédée par une mission de conseil préalable de la CNDP, donc c'est-à-dire d'échanges préalables de façon à voir comment lier le projet et le programme et comment cadrer cette saisine. Et elle a conduit à une saisine qui était orientée sur une paire de réacteurs de type EPR2 à Penly, mais dans le cadre d'un programme plus vaste de 6 réacteurs EPR. En mars 2022, lorsque la saisine a été acceptée et que les travaux de la commission particulière ont pu démarrer, des interrogations ont suscité à la fois auprès des parties prenantes et également au sein de la commission, mais nous avons estimé qu'il y avait un calendrier qui était plutôt favorable pour le débat. Alors pourquoi des interrogations? Parce qu'un certain nombre de parties prenantes nous ont interpellés sur le risque d'avoir des décisions qui étaient déjà prises, notamment par le gouvernement, et finalement de l'intérêt, de l'opportunité de discuter d'un programme dont certains pouvaient avoir l'impression qu'il allait de toute manière se faire. Le fait de savoir si la décision était déjà prise était également une interrogation que nous avions au sein de la commission, qui a d'ailleurs conditionné la participation d'un certain nombre d'entre nous au travail de cette commission particulière du débat public. Néanmoins, nous avons considéré, étant donné le calendrier législatif qui était prévu au tout début du débat, et notamment le fait que la loi, la LPEC, donc la loi énergie-climat, allait être discutée mi-2023, qu'il était néanmoins possible de tenir un débat public, et de tenir un débat public dont les conclusions allaient pouvoir être versées au débat parlementaire. Néanmoins, la question qui s'est posée pendant une bonne partie du débat et qui demeure aussi en partie à ce jour, c'est de voir quelle est la liaison entre la politique énergétique globale et la politique nucléaire qui a été débattue dans le cadre de ce débat, et finalement de se demander si finalement l'ordre était le bon, de commencer à discuter de nucléaire sans forcément avoir discuté de questions plus générales et plus globales quand on connaît le caractère structurant du nucléaire dans le mix énergétique français. Néanmoins, donc, nous avons tenu ce débat et nous l'avons structuré autour de 10 questions qui sont importantes et que nous avons également appelées temps forts. Alors, pourquoi questions et temps forts? Puisque nous avons souhaité avoir des temps forts orientés sur une question en particulier, de façon à couvrir le large spectre des questions qui sont posées par la relance ou non d'un programme de réacteurs nucléaires de type EPR2. Donc, que ce soit les opportunités et le fait disons, l'intérêt économique, l'intérêt industriel de relancer ou non le nucléaire, la faisabilité également de cette relance, les justifications, quelles sont les alternatives, ces alternatives qu'elles soient ou non nucléaires, les conséquences locales, sociales, économiques, quels sont les risques, mais également quelles sont les incertitudes et la gouvernance du nucléaire dans le futur. Ces 10 temps forts ont été revus en cours de route avec l'ajout d'un temps fort orienté sur la question des combustibles et des déchets. Alors, non pas que nous n'avions pas identifié cette question initialement, mais néanmoins, elle est apparue particulièrement importante avec un certain nombre d'interpellations que nous avons eues par la suite, notamment de la part du collectif Stop Piscine de La Hague, et ainsi qu'un certain nombre de discussions qui ont eu lieu au tout début du débat. Par ailleurs, même si je pense que celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui sont plutôt habitués à l'exercice du débat public dans ses formes classiques, et notamment avec la réunion publique, dans le cadre de notre débat, nous avons souhaité mettre en place un certain nombre de nouvelles modalités et surtout des modalités qui permettaient de récolter l'avis de la population et avec une politique vraiment d'aller vers un certain nombre de publics. Alors, nous avons notamment tenu un certain nombre de débats mobiles sur les marchés notamment, mais pas uniquement. Nous avons constitué également un panel citoyen que nous avons réuni pendant 2 week-ends. Nous avons eu un partenariat avec le Conseil régional des jeunes de Normandie qui s'est exprimé également sur le débat. Un certain nombre d'étudiants également qui ont pris part à la fois aux discussions, mais qui se sont positionnés également sur un certain nombre d'éléments. Des centres sociaux et notamment un centre social du territoire proche de Penly, des discussions avec l'association ATD Quart Monde et ses bénéficiaires, etc.
Et disons qu'avec les discussions que nous avons eues auparavant, au tout début du débat, nous avons eu l'adhésion de principe d'un certain nombre de parties prenantes, néanmoins conditionnées pour certaines d'entre elles au fait que le débat puisse servir à quelque chose et notamment puisse éclairer la décision publique. Et pour terminer très rapidement, mais on pourra éventuellement y revenir sur les questions, donc le débat a eu un volet normand et un volet national. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez apparaître à l'écran la carte des différentes modalités que nous avons eues et qui nous ont permis notamment de cibler tout particulièrement les régions les plus nucléarisées de France, mais pas uniquement. Et pour juste donner un petit peu de corps et en tout cas montrer voilà, ce que cela signifie de façon très concrète, sur la dernière slide, ici, vous pouvez voir un certain nombre de manifestations et de temps que nous avons eus, les temps forts n'étant finalement qu'une seule partie de ce débat public qui s'est aussi conduit sur les marchés, sur les foires au hareng et à la coquille Saint-Jacques également du territoire normand, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans des universités, et ce qui permet d'avoir une certaine richesse dans ce débat et surtout d'avoir réussi à entrer en contact et recueillir l'avis de personnes que l'on entend rarement dans les réunions publiques traditionnelles et qui surtout nous ont dit des choses qui sont très différentes de celles que l'on a l'habitude d'entendre dans le cadre des réunions publiques. Et donc, je vais sans plus tarder passer la parole à Isabelle Barthes qui va vous en présenter certaines. Bonsoir, oui, merci Maëlle pour cette transition. Effectivement, donc des modalités extrêmement diverses, extrêmement variées, et une structuration du débat qui, pendant ces 4 mois très denses, a eu une première période qui s'est déroulée du 27 octobre, donc date de lancement, jusqu'à la mi-janvier, de la manière tout à fait conforme à ce qui était prévu, avec 7 thèmes du débat traités lors des temps forts et beaucoup de contributions par ailleurs sur le site internet. À la mi-janvier, on était déjà arrivé à plus de 2000 participations sur la plateforme du débat. Et comme l'a dit Maëlle tout à l'heure, énormément d'autres modalités qui ont permis à diverses personnes de s'exprimer. Les temps forts, on l'a vu, étaient plutôt, disons, avaient réuni davantage de personnes qui étaient dans des positions assez tranchées, soit pour, soit contre le nucléaire, mais des débats très vifs aussi sur les réseaux sociaux. Les 2 thèmes qui n'avaient pas été traités pendant les temps forts, c'est économie et incertitude, mais ils ont été traités de manière très approfondie pour l'économie dans 2 séminaires préparatoires qui ont d'ailleurs donné lieu à des débats approfondis et sereins, tout en étant dans le respect du contradictoire. Et pour la partie risque et incertitude, c'était le thème assigné au panel citoyen qui l'a traité aussi de manière tout à fait approfondie, en rencontrant à la fois la maîtrise d'ouvrage et divers experts qui leur ont permis de à la fois rentrer dans cette problématique complexe dont pour la plupart ils ont avoué qu'ils n'étaient absolument pas familiers, et de traiter ces questions de manière tout à fait approfondie, comme le montre l'avis qu'ils ont produit et qui est en ligne. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, énormément de questions issues de toutes les modalités du débat ont permis de donner beaucoup de chair et beaucoup de matière jusqu'à la mi-janvier. Mi-janvier, qu'est-ce qui s'est passé? 2 perturbations qui sont venues perturber le cours du débat. D'une part, le vote du Sénat qui s'est prononcé pour ajouter au texte qui avait été proposé sur un texte technique sur la loi d'accélération des procédures nucléaires, dans lequel le Sénat a choisi d'ajouter des objectifs plutôt politiques qui ont trait à la fois à la part du nucléaire dans le mix électrique et au seuil de puissance installée. Comme l'a dit tout à l'heure Maëlle, ce sont des objectifs qui font partie de la programmation pluriannuelle de l'énergie et qui doivent être en théorie débattus dans le cadre de la loi de programmation énergie-climat. Donc, ce vote a entraîné une perturbation parce qu'il a entraîné aussi
forcément des doutes sur l'utilité du débat. Certaines parties prenantes nous ont dit « mais à quoi sert votre débat ?» Deux organisations, Greenpeace et le réseau Sortir du nucléaire, ont décidé de quitter le débat. Et donc, ce débat a eu du mal à se poursuivre de la manière prévue. Pour une autre raison également, celles et ceux d'entre vous qui ont participé au débat ont vu que deux réunions, celle de Lille qui devait traiter en temps fort les thématiques économiques et celle de Lyon qui devait traiter la thématique des incertitudes, ont été perturbées par des personnes autonomes qui ont clairement souhaité interrompre le débat tout en étant... en ne s'affichant de manière claire à aucune organisation par ailleurs. Puisque, par exemple, pour les personnes qui ont assisté à la réunion de Lyon, on a vu que toutes les organisations présentes, y compris celles qui représentent des organismes régulièrement et affichés contre le recours à l'énergie nucléaire, toutes ont condamné ces manifestations, ont demandé à ce que le débat puisse se poursuivre. Néanmoins, cet état de fait étant présent, la CNDP, après avoir auditionné l'équipe du débat, a décidé le 7 février en séance plénière de réorienter les thématiques de fin du débat sur la question de la participation du public à la gouvernance, qui était clairement la pierre d'achoppement de ce débat, sachant que par ailleurs, comme je l'ai dit, les thématiques principales avaient déjà été traitées de manière approfondie, et donc il s'agissait de traiter cette question de la participation du public d'une manière assez approfondie. Et pour le permettre cela, nous avons vraiment permis à toutes les parties prenantes et au public de s'emparer de cette question. Est-ce que le public doit participer à la gouvernance des projets nucléaires et à quelles conditions et comment? Pour préparer ce séminaire, il y a eu un questionnaire qui a été adressé d'une part aux parties prenantes et aux acteurs institutionnels, d'autre part en ligne. En ligne, nous avons eu près de 300 réponses. Il y a eu 4 débats mobiles à Rouen, à Amiens, à Nancy, à Bordeaux, et des entretiens avec diverses personnes volontaires, que ce soit le panel citoyen, le CRJ, les étudiants et ATD, pour permettre, dans le séminaire du 27 février, qui a eu un format assez original, le format fishbowl ou bocal à poisson, de croiser les contributions et les regards de personnes qui sont des publics très différents et qui ont rarement l'occasion de discuter ensemble sur ces questions-là. Et donc, c'était une contribution extrêmement riche. Pour quelques chiffres de la participation, pour donner une vision un peu globale, vous le savez, la CNDP a 2 missions principales, d'une part informer les publics et d'autre part recueillir leurs avis. On voit que la mission d'information a été très, très largement remplie, à la fois les visiteurs du site, les vues sur le compte Facebook et d'une manière générale le recours des participants à tout ce qui est réseaux sociaux, modalités dématérialisées. Les vues des vidéos en ligne. Il faut signaler que nous avions des partenariats avec Brut, avec l'Esprit Sorcier, et ces vidéos ont été beaucoup regardées, de même que toutes les autres vidéos du débat. 1,4 million de vues, c'est quand même assez remarquable. L'autre volet, c'est le volet recueil des avis. On voit que si on doit retenir à peu près 2 chiffres, 4500 participants aux rencontres thématiques, et à peu près aussi 4500 contributions en ligne, ce qui est tout à fait intéressant comme chiffre de participation. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement des apports de ce débat avant que Michel Badré ne vous donne le détail des thématiques abordées et des questions qui restent en suspens? Ce débat, nous sommes clairement conscients que ce n'est qu'une étape dans un processus de décision qui est complexe et qui se poursuit. Comme l'a dit tout à l'heure Maëlle, la loi de programmation énergie-climat doit
en principe être voté par le Parlement au deuxième semestre 2023. Et ce débat devrait servir à nourrir la réflexion des élus. La programmation pluriannuelle de l'énergie qui en découlera devrait être finalisée fin 2023, début 2024. Et selon le contenu de la PPE, les décisions d'autorisation de création par projet, après instruction des demandes, devraient elles-mêmes donner lieu à des temps de participation du public. Qu'est-ce que ce débat pose comme question? Trois grandes familles de questions qui nécessitent des réponses pour pouvoir asseoir les décisions qui vont être prises. Les grandes familles de questions, c'est la place du programme présenté par EDF dans la politique énergétique, les choix techniques, économiques, organisationnels et d'une part et d'autre part les impacts environnementaux et sociaux des projets. Deuxième grande famille de questions. Et évidemment, la grande famille questions éthiques, qui est par nature, par essence, le domaine de l'incertitude. Ce sont des questions qui ont été abordées pendant le débat. Pour l'instant, ce sont des questions qui n'ont pas encore trouvé la totalité des réponses, et vous verrez que les questions sont ouvertes sur ces grandes familles de questions. Et puis, suite au séminaire du 27 février, il y a des pistes de réflexion sur la participation du public dans les débats sur le nucléaire qui méritent qu'on y retravaille. Et nous sommes bien conscients que ceci n'était qu'un jalon. Je laisse la parole à Michel Baldré pour la suite. Merci. Merci Maëlle et Isabelle. Je termine cette présentation du compte-rendu en vous présentant ce qui figure à la fin du document de compte-rendu à laquelle vous avez pu tous accéder, ou vous pouvez le faire maintenant si ce n'est pas encore fait, où nous avons regroupé les questions qui sortaient du débat et on les a regroupées en 4 groupes, 4 thèmes qui nous semblaient avoir une certaine cohérence interne, et sur chacun de ces thèmes, on va essayer de regarder à chaque fois, on l'a présenté dans le document, quels étaient les arguments qui ont été échangés par les participants au débat et sur quelles questions ça débouche. Donc ces 4 thèmes, quels sont-ils? Le premier, c'est on parle d'un programme de 6 réacteurs, c'est pourquoi faire? Est-ce qu'on en a besoin? Quelle est sa place dans la politique énergétique et plus précisément dans la politique de l'électricité, de la production électrique? Deuxièmement, quelles sont les précisions à apporter pour que ce programme de 6 réacteurs et les 2 premiers à Penly soient complètement définis et qu'on sache bien de quoi on parle, et quels impacts il a, notamment sur la question des combustibles et des déchets dont on a déjà parlé. Troisième thème, si ce programme est approuvé, validé, comment va-t-il être mis en œuvre et quelles questions pratiques pose sa mise en œuvre? Et puis enfin, quatrième thème, et ça je dirais que c'est le cœur de métier de la CNDP, comment s'organise la participation du public sur toutes ces questions. Donc on va reprendre chacun de ces thèmes un par un. Premier thème. On parle d'un programme, mais à quoi sert-il? Pourquoi a-t-on besoin d'un programme? C'est un sujet qui a été controversé dès la première séance qui s'est tenue à Paris et qui est revenu à différentes reprises pendant le débat. Pour certains, notamment pour la maîtrise d'ouvrage, c'est tout à fait normal. La présentation du programme était justifiée par le fait qu'il était considéré comme nécessaire et même indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050, pour laquelle il faut remplacer l'usage actuel des énergies fossiles par de l'électricité décarbonée. Et il faut que cette électricité décarbonée soit pilotable en quantité suffisante pour assurer la consommation énergétique voulue. Pour d'autres, au contraire, on pouvait atteindre le même objectif de neutralité carbone en 2050 à condition d'avoir une politique plus énergique ou plus forte en matière d'une part de sobriété, d'autre part d'efficacité énergétique et enfin, troisième volet, de développement des énergies renouvelables.
Donc, à partir de ces différences de point de vue très claires et très clairement exprimées, les questions que nous posons dans notre compte-rendu portent sur la place du nucléaire dans le mix électrique futur. Et en particulier, ça répond déjà, enfin ça touche par anticipation à l'une des questions qui était posée dans le chat il y a quelques minutes à propos de la loi de programmation énergie-climat et de la PPE. La prochaine PPE qui va porter sur la période de 2 fois 5 ans à venir va fixer les orientations sur les thèmes qui ont été précédemment cités, la politique de sobriété, d'efficacité énergétique et de développement des ENR. Et donc, ça permettra de voir dans quel cadre se situera la place du nucléaire dans le mix électrique au moment de l'entrée en production des réacteurs dont on parle, s'ils sont décidés, c'est-à-dire aux environs de 2035, 37 ou 40 par là. Donc, nos questions, les premières questions de notre compte-rendu, les questions numérotées de 1.1 à 1.6, portent sur la future PPE et l'articulation avec ce programme tel qu'il est défini. Si on passe ensuite à la question, le thème suivant, c'est les précisions apportées à ce programme. Là-dessus, il y a des questions d'ampleur ou de difficulté, je dirais, très différentes. La première, je l'ai citée presque pour mémoire, la question des choix techniques par rapport à des options alternatives, en particulier les petits réacteurs modulaires ou la 4e génération. Je dirais que ce n'est pas une question qui est réellement conflictuelle. Elle a été présentée de façon assez détaillée, aussi bien par le maître d'ouvrage que par l'expertise préalable qu'on avait demandé à l'IRSN. Il y a simplement des précisions qui seraient bon d'apporter pour que le public comprenne bien de quoi il retourne, mais ce n'est pas un sujet réellement controversé. En revanche, le deuxième point est absolument essentiel, évidemment, c'est le plan de financement, pour lequel, pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Le plan de financement n'est pas connu. Et sachant qu'il y a une question très sensible et dont tout le monde, aussi bien les participants très pro-nucléaires que les participants anti-nucléaires, au cours du séminaire économique consacré à ce sujet, se sont mis d'accord sur le fait que la part des financements publics dans la couverture des 50 milliards et quelques d'euros qui sont nécessaires pour les 6 réacteurs est un critère absolument essentiel, notamment parce qu'il détermine les frais financiers pour un investissement dont le retour sur investissement est très lointain, 15 ou 20 ans, dont le montant est très élevé, 50 milliards d'euros, et hors frais financiers, et qui se répercute sur le coût de production du kilowattheure à la sortie. Donc c'est vraiment cette question de part des financements publics par rapport au financement d'ordre privé, avec des taux d'intérêt qui sont complètement différents, est absolument essentiel. Toujours dans la définition du programme, la question des conséquences sur la gestion des combustibles et déchets, il y a un certain nombre de points précis qui ont été évoqués, qui touchent soit à la question de l'indépendance ou de l'autonomie énergétique, qui est souvent citée, quel que soit le mode de production dont on parle, mais pour le nucléaire comme pour les autres, le fait de savoir s'il y a réellement une autonomie énergétique possible pour un pays comme la France. Donc pour le nucléaire, il y a la question des achats d'uranium, bien entendu, et aussi la question, par exemple, du réenrichissement de l'uranium de retraitement, qui actuellement pose un problème bien connu. Il y a aussi des questions d'investissement à prévoir, notamment pour l'entreposage des combustibles usés et pour la production du combustible MOX, puisque les installations actuelles ont une durée de vie qui est considérée comme se terminant aux environs de 2040, ce qui veut dire qu'avec le programme tel qu'il est prévu, il faudra de toute façon, si on fonctionne toujours avec du retraitement et du MOX, prévoir le renouvellement de ces installations. On a eu enfin un débat toujours à propos du programme sur les risques et les incertitudes. Là aussi, on est sur un sujet très clivé ou clivant, avec certains participants disant, avec des constats chiffrés, que l'énergie nucléaire, quand on regarde les statistiques passées, a produit moins de dégâts ou moins de victimes, sous quelque forme que ce soit, que la plupart des autres formes d'énergie.
d'autres participants disant que ce n'est pas la même nature de risque et puis que de toute façon, les enjeux, notamment dans la situation géopolitique actuelle, méritent une attention certaine. Mais ce qui nous a beaucoup frappé, nous, c'est qu'à côté de ces aspects, de ces points de vue très affirmés, à chaque fois qu'on a travaillé avec des groupes constitués de personnes non expertes du sujet, et notamment le panel citoyen avec lequel on a travaillé spécialement là-dessus, on avait affaire au contraire à une position, une posture, si je peux dire, beaucoup plus ouverte ou interrogative, consistant à dire, nous, on aimerait comprendre, on n'est pas a priori pour ou contre, on n'est pas a priori terrorisé ou au contraire complètement calme et à l'abri de toute crainte. Nous, ce qu'on aimerait, c'est comprendre. Cette démarche nous a paru intéressante et utile, et c'est là-dessus, c'est sur cette base que sont formulées nos questions sur ce point précis dans le tableau qui est dans le compte-rendu. Troisième sujet, les questions de mise en œuvre du programme en général et plus précisément des deux réacteurs de Penly, si le programme est décidé, puisque ce sont ceux qui viendront en premier. Là, on a eu en gros 3 types de questions. Les premières portaient sur la conduite des projets eux-mêmes, et là, c'est évidemment la référence à Flamanville qui a beaucoup pesé sur le débat. Le maître d'ouvrage et un certain nombre d'acteurs impliqués dans le projet, donnant tous les éléments sur les mesures, les planifications qu'ils avaient établies, les mesures de coordination qu'ils avaient prévues, tout ce qui était mis en place pour avoir des garanties de bonne fin permettant évidemment de ne pas se retrouver dans la même situation qu'à Flamanville. Et en revanche, d'autres participants du débat soulignant que pour l'instant, et aussi longtemps qu'on n'a pas pu voir directement les mains dans le cambouis ou les pieds dans la glaise, qu'est-ce qu'il en est de ces réalisations, sachant que les opérations à réaliser sont extrêmement importantes. Et que les enjeux sont extrêmement importants aussi, qu'il y avait des doutes et que ça nécessitait, nos questions sont orientées là-dessus, ça nécessite des systèmes de suivi et de pilotage qui soient évidemment suffisamment précis et fiables pour pouvoir anticiper ou prévenir ces difficultés. Les 2 autres groupes de questions sont d'une autre nature, mais elles sont sorties de façon extrêmement vive, en particulier dans les temps forts de Petit Caux et du Tréport. Premier groupe, ce qu'on a traité au Tréport, et puis dans un certain nombre d'autres réunions sur place, toutes les mesures concernant la formation, l'emploi, les conditions de travail. Là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On n'avait pas la prétention de les refaire à l'occasion du débat. En revanche, les questions qui ont été posées dans le public, et notamment qui ont été explicitement posées à la séance du Tréport, c'était de voir comment on s'assurait, comment on veillait à ce qu'il y ait une bonne coordination entre une foule d'actions et une foule d'acteurs sur des sujets qui ne sont pas a priori d'une grande simplicité. Donc les questions remontées du public et que nous avons repris portent beaucoup là-dessus. Indépendamment ou en plus des questions sur les conditions de travail sur lesquelles en particulier les organisations syndicales se sont exprimées. Là aussi, on a repris les questions qu'ils avaient posées. Dernier bloc, les mesures qu'on appelle par souci de simplification les mesures d'aménagement du territoire, en particulier à proximité de Penly, toujours si ce sont les 2 premiers réacteurs réalisés. Ces questions ont évidemment été portées avec énergie par les élus locaux, se faisant les interprètes des populations locales, avec à la fois des points très précis qui appelaient des réponses, pardon, et donc on a repris dans notre liste de questions sur les mécanismes de retour sur la fiscalité liés à des projets aussi importants que ceux-là, la mise en œuvre de la règle dite du zéro artificialisation nette, qui est applicable aux collectivités dans leurs documents d'urbanisme et qui, dès lors qu'on a de très gros programmes pour loger beaucoup de gens, pour faire des routes, pour faire un certain nombre d'équipements divers et variés, ça pose une question d'application de cette règle et de répartition entre les différentes collectivités concernées.
Là, c'est à l'État à fixer des règles qui soient compréhensibles et applicables par tout le monde. Et puis, des questions qui sont beaucoup sorties sur les services publics, l'accès aux soins, l'éducation, etc., qui nécessitent là aussi à la fois de la coordination, des moyens, des actions collectives pour que tout ça puisse fonctionner. Donc, ces questions, on les a reprises. Ce n'étaient pas vraiment des thèmes de controverse, c'était plutôt des blocs de questions qui émergeaient de façon très forte et sur lesquelles il y a besoin d'apporter des réponses qui sont complètement indépendantes des idées pro-nucléaires ou anti-nucléaires que peuvent avoir chacun. Ce n'était pas du tout l'entrée dans le raisonnement pour ce type de questions. Dernier bloc, la participation du public. Là-dessus, autant dans les 3 thèmes précédents, comme je l'ai indiqué, comme Isabelle l'avait indiqué avant moi, on était plutôt dans la posture de répercuter des questions posées par le public dans notre compte-rendu. Ici, on est bien sur un thème où la CNDP en tant que telle et la commission particulière intervenant pour elle fait des recommandations, mais là aussi, à partir de tous les échanges qu'on a eus. Les premières portent sur l'information générale du public, sur un programme de portée nationale comme sur les projets normands, si c'est eux dont la décision est prise en premier. Le fait qu'il y ait une information transparente, régulière, rapide, paraît complètement indispensable, ne serait-ce que pour assurer la confiance du public face à un sujet comme celui-ci. Et cette information doit être coordonnée par un acteur de niveau national maîtrisant tout le dispositif. C'est en tout cas la recommandation que nous faisons. Et puis ensuite, les 2 autres recommandations sur cette question de participation sont plus liées au mécanisme post-débat public. La première, c'est que chaque fois, après un débat public et avant les décisions formelles de réalisation, le cas échéant, de ce qui a été débattu dans le débat, il y a une concertation post-débat public avec des garants désignés par la CNDP. Cette phase donc nécessite d'être précisée dans son contenu, dans son calendrier, etc. Et puis, par ailleurs, et c'est une possibilité qui est plus ouverte, mais qui nécessite aussi d'être débattue, après une décision éventuelle d'autorisation de création, par exemple, de réacteurs à Penly, si c'est ça la décision prise, il y aura encore toute une phase d'exécution du chantier qui peut durer une dizaine d'années, avec là aussi des besoins de concertation très importants dont il faudra définir les règles. Je terminerai en disant tout ça, ça va se traduire comment? Enfin, quel est le calendrier qui est concerné par ces questions? Comment ça se passe? Le premier point est d'ordre réglementaire, ou législatif même. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est qu'après le compte-rendu, c'est-à-dire à partir de la date d'aujourd'hui, publication du compte-rendu, le maître d'ouvrage a 3 mois pour dire quelle est la décision qu'il prend concernant la poursuite des opérations qu'il a proposées et sur quoi il s'appuie pour la prendre. Donc, c'est dans cette argumentation de la décision que devraient déjà apparaître les éléments de réponse qu'il a à fournir, qui seraient déjà disponibles à ce stade. Vous avez vu que dans la liste de questions, il y en a qui peuvent appeler des réponses très rapides, il y en a d'autres qui, par la force des choses, prendront plus de temps. On ne dit pas que toutes les réponses doivent être obtenues dans les 3 mois, hein, c'est pas ça le sujet, mais il faut qu'il y ait des travaux faits là-dessus. J'ai dit aussi que ces questions, elles s'adressent parfois au maître d'ouvrage, parfois à l'État. L'État n'est pas formellement ou juridiquement tenu d'apporter une réponse au compte-rendu de la CPDP ou au bilan de la CNDP. C'est pas ça que dit la loi. En revanche, pour que le programme puisse être mis en œuvre, je reprends l'exemple tout à fait ponctuel du zéro artificialisation nette que j'ai cité à l'instant. Si l'État ne dit pas quelle est la règle applicable sur un sujet comme celui-ci, on peut être certain qu'il y aura de grosses difficultés de mise en œuvre des chantiers parce que toutes les communes se demanderont comment faire. Donc, il y aura nécessairement des réponses apportées par l'État sur toute une partie des questions qui s'adressent à lui plus qu'au maître d'ouvrage. Les concertations à poursuivre avant ou après les décisions formelles de réalisation, j'en ai parlé à l'instant, je n'y reviens pas.
En revanche, le dernier point, et je conclurai là-dessus, c'est qu'après le séminaire du 27 février, dont Isabelle a décrit à la fois la préparation et puis les modalités de déroulement, il s'est dit beaucoup de choses dans ce séminaire sur la participation du public à la gouvernance des projets. On n'a pas la prétention cependant d'avoir épuisé le sujet, il y a encore beaucoup de travaux à faire. La question se pose pour les débats ou projets ou programmes futurs. Donc nous, notre sentiment est que là-dessus, on met sur la table des propositions, des avis, des suggestions qui ont été faites. Tout ça est à reprendre et à poursuivre par tous les acteurs concernés dans les années qui viennent à l'occasion des nouveaux programmes ou projets qui donneront lieu à débats, à concertations, à participation du public sous des formes diverses. Voilà ce que je souhaitais vous dire à ce stade. Merci Michel, merci Maëlle, merci Isabelle pour cette présentation du compte-rendu. Ça a été dit à plusieurs reprises et ce document, bien sûr, il aborde d'autres sujets. C'était un choix de mettre une focale sur les principales questions qu'il soulève. Il est tout à fait accessible en ligne, ainsi que le bilan de la Commission nationale qui vous sera présenté juste après. On voulait vous proposer un petit temps d'échange et de réaction. Avant de vous donner la parole, je voudrais me tourner vers Sabine Girard, également membre de la commission du débat, pour qu'elle nous dise un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'échanges dans le chat, qu'elle nous fasse un peu une petite synthèse de ce qui a été dit pendant la présentation qui vient d'être faite. Merci Sabine. Tout à fait, vous m'entendez bien? Parfait. Bon, donc en termes d'ambiance déjà sur le chat, on peut dire que le débat continue. Il continue à être assez passionné. Et d'ailleurs, sur tout ce qui concerne un peu les questions de fond, de ce qui a été traité dans le débat, je renvoie bien sûr sur le site du débat avec tous les replays qui sont disponibles. Notamment, il y a pas mal de questions qui ont été posées sur la façon dont on a traité de l'économie. Donc, n'hésitez pas à y retourner. Il y a aussi des questions qui ont été posées, deux grands blocs. Il y a des questions qui reviennent sur la méthode avec laquelle on a travaillé, et parmi celles-ci, il y a notamment la question qui se posait sur sur quels critères on a choisi en fait les thèmes qui ont été discutés dans les réunions plénières ou d'une manière générale les modalités. Ça, c'est une première question. Et la seconde question, elle est liée au fait que 2 réunions ont été perturbées et du coup, comment ont été traités au final les sujets économie et incertitude notamment, avec des questions qui ont notamment porté sur est-ce que la question des sécheresses, l'adaptation au changement climatique a bien été posée. Ça, c'est 2 questions de méthode. Et ensuite, il y a 3 questions qui portaient plus sur le processus de décision à venir. Alors là, je pense qu'il y a une partie des réponses qui ont peut-être été déjà apportées par Michel, puisque les questions ont été posées après coup, mais peut-être qu'il y a quand même besoin de reclarifier. Dans ces questions-là, il y a notamment essayer de bien comprendre, en fait, est-ce que le gouvernement doit passer par une loi pour lancer le projet? Qu'est-ce que ça veut dire, lancer le projet, au final? La seconde, c'est est-ce qu'il est prévu que des parlementaires portent les conclusions du débat national lors des discussions à l'Assemblée nationale. Enfin, en gros, comment le lien finalement entre ce débat-là et puis ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Et puis une autre question plus précise qui disait si EDF doit construire d'autres paires de réacteurs, est-ce qu'il y aura un autre débat public? Merci Sabine, ça fait déjà pas mal de petites questions. Oui. Peut-être que Michel, vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit. Et après, je passe la parole en salle aux mains levées. Les questions sont très claires et précises, donc je pense qu'on peut répondre assez vite. Sur la première, comment ont été choisis les thèmes et les modalités, beaucoup d'entre vous y ont participé. C'est qu'avant le début du débat, donc avant le 27 octobre dernier, il y avait une période d'à peu près 6 mois pendant laquelle on avait rencontré une foule de gens, des parties prenantes, des élus locaux, des acteurs nationaux, territoriaux, des institutions du nucléaire et de tout le monde. Il y a une liste des rencontres faites dans le compte-rendu. Et c'est à partir de ça qu'on a trié, on a essayé d'interpréter, de classer un peu tout ça et de voir quelles étaient les questions posées et quel type de modalités on pouvait envisager en articulant à la fois les temps forts, Maëlle en a parlé, et puis les opérations hors temps fort en rencontrant des groupes divers et variés. On a fait une séance de présentation à laquelle on a invité toutes les parties prenantes qu'on avait rencontrées au début du mois de septembre 2022, si je me souviens bien, donc avant de faire approuver les modalités par la CNDP, où on a présenté à la fois la liste des questions et les modalités.
On a constaté qu'il y avait une espèce d'accord à peu près général, en tout cas pas de vif critique. Ça ne veut pas dire qu'on avait tout fait parfaitement, puisque comme ça a été dit tout à l'heure déjà, on a été amené en cours de débat à modifier notre planning et à rajouter la séance particulière consacrée aux déchets, au traitement des combustibles et des déchets, alors qu'avant, on n'avait pas prévu de l'individualiser, on avait prévu de la traiter dans tout le reste. Deuxième question suivante, comment ont été traitées les questions sur l'économie et sur les incertitudes et les risques? Je dirais que dans les deux cas, il y avait eu un travail préparatoire qui avait été fait et qui était pratiquement terminé, il était même tout à fait terminé, le travail préparatoire, avant chacune des deux séances de Lille et de Lyon. Donc pour Lille, c'était essentiellement les deux séminaires spécialisés qu'on avait fait, un sur le coût du programme et un autre sur les conséquences du programme sur le coût de production des mégawattheures et les prix à la consommation. Ces deux séminaires avaient réuni des économistes académiques, des représentants des parties prenantes pro ou antinucléaires. Ils s'étaient dans l'ensemble passés de façon très constructive. Je crois que tous les participants eux-mêmes l'avaient dit. Donc, ils avaient produit beaucoup de choses. Malheureusement, la séance plénière n'a pas pu se tenir, ça a été dit. Mais je pense que l'essentiel du travail avait quand même été fait. Et donc, on l'a utilisé dans notre compte-rendu, bien entendu. Sur les incertitudes et les risques, même chose. Il y avait eu notamment le travail du panel citoyen que Maëlle a cité. Et puis, il y avait eu des questions posées dans tous les travaux de groupe, les débats mobiles et autres qui avaient été faits. Et donc là-dessus aussi, on avait une matière abondante. Bien sûr, c'est dommage. On aurait préféré, évidemment, que la séance plénière puisse se tenir. Ça aurait été plus riche, mais on a fait avec ce qu'on pouvait. Sur la question de procédure et de loi, la procédure est claire. Donc, je précise d'abord que la loi sur les autorisations administratives qui est passée au Sénat puis à l'Assemblée nationale n'est pas encore définitive. Il manque encore une commission mixte entre Assemblée et Sénat qui doit se tenir dans le mois qui vient, je crois. Mais donc, le seul effet de cette loi, ça sera, si elle est conforme à ce qu'ont prévu l'Assemblée et le Sénat, de lever les deux plafonds. Il y en a deux et pas un seul. Il y a un plafond à 50% de la production électrique en 2035 et un deuxième plafond qui est celui, en fait, qui limite en ce moment la possibilité d'autoriser de nouveaux réacteurs. Il y a un plafond à 63,2 gigawatts de puissance installée, alors qu'on doit être à 62,5 de mémoire ou quelque chose comme ça en intégrant Flamanville. Donc ces deux plafonds vont probablement être levés si la loi sur les procédures nucléaires est votée. Mais ce qui est important, et je vous renvoie à la partie de mon exposé, de ma présentation tout à l'heure, dans laquelle je disais que pour savoir comment se situera un nouveau programme dans la politique énergétique et électrique future, la question de savoir ce que l'État va faire, comment il va fixer ses priorités en matière de sobriété, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ces trois sujets sont absolument essentiels pour savoir quelle sera la place d'un programme nucléaire dans le dispositif. Et ça, c'est la loi de programmation énergie-climat. Elle était le deuxième semestre dans les annonces actuelles. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un texte d'application de cette loi, dont le gouvernement a annoncé, Madame Borne a confirmé hier même, si je ne me trompe, que le projet de PPE serait publié d'ici à la fin du printemps, sachant que la PPE définitive, elle, ne pourra être validée par décret qu'après le vote de la PPE, de la loi de programmation. Et donc, ça veut dire que les questions qu'on pose devraient déjà avoir des éléments de réponse dans le projet de PPE, s'il est publié par le gouvernement à la fin du printemps, comme indiqué. Voilà à peu près sur les questions remontées, ce que je peux dire. Merci Michel. Je vous propose qu'on prenne voilà, quelques mains levées, 3 mains levées, si vous avez des réactions, des observations
des questions à poser à la commission, à l'équipe du débat concernant le compte-rendu. J'en ai vu tout à l'heure se lever et puis se rabaisser. N'hésitez pas, je précise, Lola l'a précisé en début de réunion, qu'il suffit de cliquer sur réaction en bas de votre écran, puis sur lever la main pour vous manifester. Donc, je vois déjà 2 mains levées, 3. Écoutez, c'est bon, nous sommes au complet pour ce tour de piste. Il y a Gilles de l'association Amazon Contrôlée à qui je vais passer la parole en priorité. Gilles, si vous voulez bien activer votre micro. Oui. Vous m'entendez? Très bien. Ouais, merci de me donner la parole. Oui, moi je voulais réagir sur le compte-rendu qui a été produit par la commission. Vous prenez des exemples dans le rapport des cahiers d'acteurs qui ont été fournis. Notre association, nous avons fourni un cahier d'acteurs pour parler de la situation des salariés qui vont intervenir sur ce chantier. Vous avez retenu un sujet qui, je crois, n'est pas vraiment en lien avec le projet de construction d'EPR à Penly, puisque vous avez retenu l'aspect dosimétrique. Le chantier, tant qu'on n'aura pas mis en service, je dirais, les EPR de Penly, il n'y aura pas vraiment de risque pour les intervenants. La dosimétrie, ça concerne plus les personnels qui travaillent aujourd'hui sur le parc. Et on aurait préféré que l'on retienne de notre cahier d'acteurs cette mise en concurrence des travailleurs aujourd'hui du nucléaire, les salariés de la sous-traitance, et que pour ça, c'est pas une bonne méthode, parce que le dumping social, ça ne produit que des choses low cost. Voilà, j'ai terminé. Bien. Merci. Très bien, merci pour cette réaction. Je vais en prendre une deuxième puis une troisième avant de passer la parole à la commission pour réagir à vos propos. Il y a Michel Labrousse de Global Chance qui avait levé la main juste après. Monsieur Labrousse. Par contre, on ne vous entend pas. Votre micro a l'air en difficulté. Il a l'air activé, mais nous n'avons pas le son. Donc, s'il y a une difficulté, je vais peut-être proposer à Jean-Luc et à la régie de bien vouloir vous contacter pour essayer de réactiver votre micro. Essayez à nouveau peut-être. Non, malheureusement, je pense qu'il y a un problème de configuration de votre côté. Vous m'envoyez désolé, Monsieur Labrousse, mais je vais proposer à vos équipes techniques de vous contacter pour vérifier la configuration de votre ordinateur. Je vais passer la parole à Brigitte Bornemann, qui était en troisième sur la liste, si vous le voulez bien. Vous m'excusez, Monsieur Labrousse. Merci beaucoup pour cette réunion. J'ai 2 questions qui concernent l'eau et les réacteurs. Quelles sont les préconisations ou quels sont les types de questions qui vous ont été posées à ce sujet et comment vous souhaitez-vous les traiter? Et je parle plus particulièrement, bien évidemment, de l'eau des fleuves et de l'eau de mer. Eau des fleuves et eau de mer, c'est bien noté, Madame Bornemann. Je vais proposer à Myrto Tripati des Voix du nucléaire de bien vouloir intervenir pour une troisième intervention, observation, question par rapport au compte-rendu du débat public qui vient de vous être présenté. Madame Tripati. Oui, bonjour. Excusez-moi, je joue entre 2 plateformes. Merci beaucoup de cette restitution très intéressante et assez exhaustive malgré la nécessité de synthèse, bien sûr. Avant tout, nous souhaitions collectivement, aux Voix du nucléaire, réitérer l'importance qu'on accorde à ce débat public et à l'exercice du débat public et de la démocratie participative en général. Nous y avons participé avec beaucoup de sincérité, beaucoup de rigueur, malgré le fait que nous soyons tous bénévoles. Je tiens à insister sur ce fait qui a nécessité pour nous, cette participation, un effort assez considérable, mais qui nous a paru important au titre de l'importance qu'on accorde à ce débat. Pour nous, le débat, c'est avant tout un temps de compréhension pour les citoyens de ce qu'est le projet, afin qu'ensuite, ils puissent prendre leurs décisions, s'adresser aux porteurs de projets, s'adresser à leurs représentants élus et faire part de leurs intentions au moment où le vote se tiendra. Et ça n'est pas un moment de remise en cause du processus démocratique. Dieu merci, on prend nos décisions une fois qu'on a compris ce dont on parlait et pas avant. Et effectivement, là-dessus, on a été, vous le savez, un petit peu déçus parce que, bien sûr, on a laissé toutes les questions se poser, mais on n'a pas forcément laissé le temps de la réponse. On a trouvé que les temps accordés aux présentations
officiels, notamment en tribune, étaient assez déséquilibrés entre les partisans du projet et ceux qui ne l'étaient pas. On a regretté l'absence d'un fact-checking et du fait que finalement on laissait des éléments être apportés aux citoyens preneurs d'informations qui en fait n'étaient pas basés sur la réalité, sur les faits. Et puis finalement, on a regretté aussi que les perturbations aient été autorisées, certes en fin de processus, mais en fait dès le début et dès le premier jour, et qu'on ait laissé les perturbations venir empêcher l'information du public. Voilà, alors pour finir, la transition énergétique va requérir énormément de ce genre d'exercice, en tout cas on l'espère, mais pour que ce soit efficace et que ça réponde à l'urgence et à l'importance des efforts qu'on est amené à faire, il va être indispensable qu'on apprenne ensemble collectivement à mener cet exercice. Donc vous en avez fait une première expérience, enfin pas une première, c'est pas la première fois, mais en tout cas la plus récente d'entre elles. On espère sincèrement que tous les retours vont être pris en compte pour les prochaines fois et qu'on va aller vers une amélioration du processus de participation du public parce que voilà, les regrets qu'on a eus, on les a exprimés et on pense qu'ils viennent aujourd'hui au détriment du débat plutôt que à son avantage. Et dernier petit point, comme un post-scriptum, excusez-moi, les voies du nucléaire ont été dénoncées, ont été dénoncées spécifiquement sur apparemment des débordements qui auraient eu lieu en ligne. On a demandé à plusieurs reprises que ces débordements nous soient pointés et nous soient montrés parce que effectivement, c'est pas du tout dans notre pratique et on n'a pas encore eu ces preuves. Et je pense que tout a été filmé et documenté. Donc, sachez que nous sommes tout à fait prêts à entendre et à voir les éléments qui nous sont reprochés. Merci beaucoup. Merci. Michel, avant de vous donner la parole, je vais peut-être me permettre de donner une seconde chance à Monsieur Labrousse, oui, qui a essayé de se connecter. Une quatrième intervention et après, je vous fais réagir, monsieur. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui. Ah, ben voilà. Excusez-moi pour cette défaut technique. Oui, je voulais faire référence à une question que j'ai posée et qui a été évoquée tout à l'heure par la personne qui a présenté les questions posées en chat. Je demandais quelle était la procédure pour que les parlementaires s'approprient un peu ou s'emparent du débat public, des conclusions de l'esprit de débat public, et sont-ils, parce que dans les réunions, je ne me souviens pas avoir rencontré de parlementaires qui vont être ensuite appelés à débattre en Assemblée nationale, et donc est-ce qu'il y a un processus d'information, de communication, voilà. Et M. Badré n'a pas, me semble-t-il, répondu tout à l'heure à cette question. Tout à fait. Faites bien de le souligner. Michel, peut-être des réactions à ce qui vient d'être dit, à nos 4 intervenants. Et puis, j'ai un œil sur l'heure devant une présentation du bilan de la CNDP qui prendra probablement la suite de ce tour d'échange et de vos réactions, Michel. C'est à vous. Mon micro n'était pas branché, excusez-moi. Je n'ai pas de réaction sur la première intervention concernant les citations qu'on a fait du cahier d'acteurs. Je pense qu'effectivement, forcément, dans un document de synthèse comme ça, on fait des tris ou des choix. Le choix n'a peut-être pas été optimal. Si c'est le cas, j'en suis désolé. En tout cas, on avait bien compris, et je pense que dans le texte lui-même, indépendamment des citations qu'on a fait des cahiers d'acteurs, dans le texte lui-même, on a bien cité à la fois la question des conditions de travail, qui évidemment ne sont pas les mêmes pendant la période de chantier, et puis une fois qu'un réacteur est installé, on comprend bien que la question de la dosimétrie que vous posez, elle se pose dans le deuxième cas et pas dans le premier. Mais il se peut que dans la présentation qui en a été faite, ce ne soit pas totalement clair, mais c'était plutôt un constat qu'une question, me semble-t-il. Sur la question de l'eau, je laisserai Maël répondre, puisque la question était de savoir comment les questions avaient été posées concernant l'eau. Et comme c'est surtout lui qui a travaillé là-dessus, je préférais que ce soit lui qui réponde. Madame Tripati, je voudrais juste répondre sur un point à votre intervention, sachant que nous savons bien depuis le début que vous avez des points de vue différents des nôtres sur ce débat. Je n'y reviens pas. Il y a un point qui relève des faits et pas des opinions.
sur lequel vous avez dit et publié dans la presse le fait que les temps de parole donnés aux pro-nucléaires et aux anti-nucléaires n'étaient pas équilibrés. Je ne sais pas comment vous avez fait vos calculs. En revanche, je sais, nous l'avons publié dans une annexe au débat, donc à laquelle tout le monde peut avoir accès, et en disant qui on avait comptabilisé dans les catégories des pour, des contre ou des ni pour ni contre. On a publié nos chiffres, tout le monde peut s'y référer, et donc tout le monde pourra apprécier. Je n'ai rien d'autre à dire sur le reste de votre intervention qui n'a déjà été dit. Et le but de la séance d'aujourd'hui n'est évidemment pas d'ouvrir des discussions qui pourraient devenir polémiques. Monsieur Labrousse, concernant les parlementaires, nous, ce qu'on a fait, évidemment, aussi bien dans la période préparatoire que pendant le débat lui-même, c'est d'avoir des contacts très suivis avec eux. On en a rencontré en tout, je ne sais plus combien, 70 ou 80, je crois. On a fait par ailleurs, pendant le débat, des lettres d'information spéciales qu'on diffusait à tous les parlementaires. On a rencontré les commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Le but étant qu'ils soient informés sur ce qui se passait pendant le débat. Il y en a un certain nombre qui ont suivi de près ce qui se passait. En revanche, donc de même, le compte-rendu, on l'adresse aux mêmes. En revanche, ce qui se passe derrière, c'est leur rôle et ça n'est pas le nôtre. Là aussi, pour reprendre par rapport à des critiques que nous avons entendues, on n'a évidemment jamais imaginé une seconde que ça n'était pas le rôle et la légitimité des parlementaires de voter la loi. Donc c'est évidemment à eux à se saisir ou non, selon ce qu'ils choisiront de faire, de toutes les informations qu'on leur aura données. Nous, on n'a pas plus de possibilités d'intervention que celle-ci. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce... pardon, oui, si Maël veut bien répondre, Oui, donc la question sur l'eau et de savoir quelles questions avaient été posées, en particulier par le panel citoyen, puisque la discussion avait eu lieu là-dessus de façon assez poussée. Alors, merci beaucoup pour votre question qui est, ça va être compliqué de répondre de façon très détaillée en le peu de temps sur une question qui est complexe. Alors, peut-être la première question qui a été posée, elle a été posée par nous dans le cadre du groupe de clarification des controverses que nous avions lancé avant le débat. Et cela nous permet justement de l'évoquer ici, puisque nous avons demandé à un certain nombre d'experts à la fois pro-nucléaire, anti-nucléaire, mais également d'instances indépendantes, de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Et justement, il y avait un dissensus sur la question de l'eau, notamment par rapport au risque d'étiage, c'est-à-dire le fait qu'il y ait moins d'eau dans les fleuves et les rivières qui sont supposés, qui permettent en tout cas le refroidissement des centrales, notamment en période d'été. On a pu le voir avec un certain nombre de réacteurs arrêtés ces dernières années pendant la période d'été. Donc ça, c'est une question en tout cas qui fait dissensus au sein des différents groupes, certains estimant qu'il est possible tout à fait d'opérer des centrales, y compris dans des déserts, en prenant des exemples américains, d'autres estimant à l'inverse que cela risque de se complexifier à l'avenir et de détériorer la qualité de l'eau et la qualité du vivant, avec aussi des questions qui se posent sur l'évolution de la situation dans le futur. Donc à ce stade, en tout cas, il y a une controverse qui reste pleine et entière. La question du réchauffement climatique et de l'eau a également été posée sur les risques de submersion marine, notamment dans le cas de Penly. C'est quelque chose qu'on a entendu en réunion publique, avec des réponses qui ont été apportées de la part du maître d'ouvrage d'EDF, estimant donc que la plateforme est environ 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, selon les prévisions du GIEC, dans des conditions qui ont été pénalisées. Cependant, certains ont estimé qu'il demeurait des incertitudes sur ce point, ou en tout cas que on ne pouvait pas forcément répondre de façon univoque à cette question. Et puis, par ailleurs, je voulais aussi dire par rapport à la question de l'étiage, que l'IRSN, dans le cadre de sa participation au panel citoyen, nous a bien expliqué que l'étiage était plutôt un problème industriel et de productivité, puisque un réacteur à l'arrêt, finalement, a besoin de très peu d'eau pour être refroidi. Par contre, ça pose des questions plutôt d'opportunité et de voir finalement est-ce que ça vaut le coup ou non d'avoir des réacteurs qui potentiellement pourront être arrêtés l'été. Disons, c'est une question qui est plutôt d'ordre économique que d'ordre de la sûreté. Après, voilà, c'est beaucoup plus complet dans le rapport que je vous invite évidemment à lire, mais ce sont quelques pistes pour répondre à votre question.
Merci Maëlle, merci Michel. Il est 20h12, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante, si vous le voulez bien, qui consiste à vous présenter le bilan de la commission nationale du débat public. Et pour cela, nous avons la présence d'Hilaria Casillo, qui est donc présidente par intérim de la commission nationale, qui va nous le présenter. Et comme tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez réagir dans le chat, on pourra synthétiser les échanges et vous pourrez partager vos observations à l'issue de sa présentation. Hilaria, c'est à vous. Merci beaucoup, David. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là. Je voudrais, avant de vous présenter très rapidement le bilan que nous dressons de ce débat et de comment il s'est passé, remercier tout d'abord la commission particulière du débat public, Michel Badré, Isabelle Barthes, Jean-Pierre Bompard, Carmen Boulet de Santiago, Jean-Pierre Carreton, Maëlle Goumri, Sabine Girard, Dominique Pacori et Juliette Rode. C'est important, ces personnes ont donné beaucoup d'elles-mêmes pour préparer, organiser, conduire et restituer ce débat. Et l'ont fait de manière remarquable. Et donc, je le remercie à titre personnel et au nom de la Commission nationale des débats publics. Je tiens aussi à remercier EDF pour avoir été là, pour la posture qu'elle a eue pendant le débat, pour la disponibilité qu'il a montrée vis-à-vis de la Commission et de la CNDP. Et je voudrais aussi remercier vous toutes et tous. Vous avez tous une appréhension différente de ce débat. On l'a vu, on l'a remarqué. Chacun de vous a un regard critique, d'autres moins. Peu importe le fait que, peu importe l'opinion que vous avez de ce débat, si vous êtes là, c'est que vous le considérez important. Et donc, pour nous, c'est un élément majeur. Et nous avons créé le cadre du débat, mais vous l'avez rempli. Et donc, je vous remercie vraiment, n'importe quelle soit votre opinion, d'avoir participé à ce débat, d'avoir contribué, même de l'avoir critiqué. Donc, merci. Je vais vous présenter ce que nous avons retenu de ce débat, le bilan que nous en dressons. Nous avons, quand on a décidé de mener ce débat, identifié un lien aussi avec la commission particulière, un peu 4 conditions qui pour nous pouvaient marquer un peu la réussite d'un tel débat sur un sujet que vous le savez mieux que d'autres peut-être, et un sujet qui hérite aussi d'une conflictualité un peu historique. Donc tout d'abord, pour nous, il était important de pouvoir non seulement parler et informer, aider, et que le public puisse débattre non seulement de la première paire éventuelle de réacteurs à Penly, mais du programme nucléaire proposé par EDF. Et même, on a fait une réflexion de base à la CNDP qui consistait à dire, avant même de parler d'un programme nucléaire, il serait quand même important, voire intéressant, d'avoir un débat, un échange avec la société sur quel est l'avenir énergétique de la France, quel serait le mix, comment se pose la question de la sobriété, de l'efficacité et de la place des renouvelables. Donc, nous avions émis un avis à la CNDP pour qu'un débat de telle sorte ait lieu, un avis à destination surtout du gouvernement. Le gouvernement l'avait repris, a décidé de donner suite, mais d'organiser lui-même cette concertation nationale. Et puis, nous avions demandé aussi à EDF d'élargir un peu la saisine, de venir nous voir, certes, en posant une saisine sur la première paire de réacteurs à Penly, mais aussi d'écrire dans sa saisine les caractéristiques de son programme nucléaire. Donc, c'est une condition que nous avons réussi à obtenir. Ensuite, une autre condition pour nous était le fait de créer les conditions de la confiance, un espace qui soit vraiment ouvert, pluriel et contradictoire. Et je pense que la panoplie des dispositifs qui ont été mis en œuvre, qui vous ont été présentés tout à l'heure par Isabelle et par d'autres, vous montre un peu l'effort que la commission a fait pour créer une diversité même de parcours d'information à destination des différences, appétences, intérêts, compétences qu'on peut avoir vis-à-vis du sujet. Je pense au fait de pouvoir s'informer selon si on a 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Donc, la commission a vraiment élargi les instruments à la fois d'information, mais aussi de débat et d'échange. Et donc, en cela, je pense qu'il y a aussi des démarches comme la clarification des controverses, la vous a mis toutes et tous dans les meilleures conditions d'échange en termes de diversité des points de vue. Ensuite, pour nous, c'était aussi important que le temps de débat soit préservé, soit respecté, ce que nous avons essayé et j'ai envie aussi de dire réussi à faire, au sens où nous avons tout le temps voulu protéger l'espace de débat et le raccrocher toujours au moment de la décision, qui pour nous est et reste celui qui est la loi de programmation énergie et climat, et aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce débat est censé éclairer cette étape-là, ces décisions-là, ces orientations-là. Et nous avons toujours tenu à réaffirmer ça de manière très claire. Et puis, in fine, pour nous, ce débat devait être utile, c'était une condition, mais c'est peut-être la seule condition qui n'est pas du ressort de la CNDP.
Je pense que comme tout débat, celui-là aussi, tout débat, l'utilité de ce débat se mesurera dans la capacité, dans la volonté de EDF, de l'État, à répondre de manière pertinente, exhaustive, argumentée à ce qui est ressorti de ce débat-là. Si on peut passer la deuxième slide, je pense que la condition de réussite, cette quatrième condition pour nous, elle va un peu se mesurer sur 2 temps. Tout d'abord, sur le temps de la réponse, c'est ce que je disais. Maintenant, il faut laisser le temps, 3 mois notamment, de répondre à EDF et à l'État de manière très précise à toutes les interrogations et recommandations qui ont été formulées dans le cadre du débat public. Ensuite viendra un temps qui, lui, il est plus long, plus articulé, plus complexe, parce qu'il appelle plusieurs types d'acteurs en jeu, qui est le temps vraiment de la décision administrative, des arbitrages politiques, des autorisations techniques, et ce temps-là, il accompagnera la vie du programme, de ce programme, s'il est acté définitivement, jusqu'au moment vraiment final, jusqu'aux autorisations. Je tenais donc à souligner ces aspects-là, revenir sur ces éléments de réussite pour souligner à la fois le travail qui a été fait par la commission particulière, tout ce qui a été mis en place, et par le fait que nous avons été toujours vigilants que ces conditions-là puissent être réunies. Et j'insiste et je redis que la quatrième condition, elle est du ressort de la décision et des décideurs. Donc, c'est à eux maintenant de prouver que le débat sert à quelque chose, que votre parole, elle doit être prise en compte et y apporter toutes les réponses. Donc, si vous avez des questions, je serai ravie de répondre avec la commission particulière à laquelle je tiens à nouveau à adresser toutes mes félicitations et mes remerciements. Merci Hilaria pour cette présentation. Je propose qu'on prenne un temps d'échange comme tout à l'heure, qu'on commence peut-être par Sabine Girard, membre de la commission, pour une petite synthèse du chat, si vous le voulez bien, pendant la présentation d'Hilaria. Et puis la parole sera donnée ensuite à la salle. Sabine. Oui, alors le chat continue à beaucoup discuter. Il n'y a pas eu de questions réellement. Il y a peut-être une remarque qui est intéressante, à mon avis, qui pose une question. Quelqu'un qui remarque que vu l'ampleur du projet et ses conséquences à très long terme, les médias n'ont pas assez relayé la tenue et l'importance du débat. Et je pense que ça permet de poser la question finalement de la relation entre la Commission nationale du débat public ou la commission particulière du débat public et effectivement la médiatisation d'un tel sujet. Très bien. Est-ce que Hilaria ou Michel, vous souhaitez réagir à cette remarque sur la médiatisation? Peut-être un petit mot ou je passe la parole à la salle, comme vous le souhaitez. Je ne sais pas prendre encore des questions, laisser un peu de questions. Si Michel est d'accord, il pourra répondre à les autres réponses. Très bien. Est-ce que, n'hésitez pas, hein, c'est le moment de lever la main comme tout à l'heure. Vous étiez plusieurs à l'avoir levé. Là, j'ai Herman Schneider qui a commencé. Je vais lui passer la parole et après à Olivier Leporo. Mais d'abord, Herman Schneider. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Une question très rapide. On vous entend malheureusement très mal. J'ai l'impression que c'est un problème de connexion. Vous m'excuserez, je pense qu'on va devoir... je vais me approcher. Oui. Donc, la question était de savoir comment, pour les prochaines la question est de savoir comment, pour les prochaines échéances, notamment le débat autour de la loi. Vous m'excuserez, mais je pense que vous avez un problème de connexion. Je vous propose que les équipes techniques vous contactent et puis qu'on puisse peut-être... Enfin, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, peut-être, parce que là, on a des difficultés à entendre votre parole. Je vais peut-être passer, si vous me permettez, la parole je vais passer la parole à Olivier Leporo, qui avait également levé la main. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Plus une réaction qu'une question. En fait, pour bien mesurer la réussite ou pas de cette commission, moi, j'avais cru comprendre au départ que l'objectif était de pouvoir informer les gens, les personnes qui n'avaient pas encore d'avis sur la question et qui avaient besoin d'informations pour pouvoir ensuite se positionner. De ce point de vue-là, mon sentiment, mais c'est un sentiment personnel, hein, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment apporté toute l'information et les réponses aux questions. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que j'ai l'impression qu'en guise de conclusion,
eh bien, on a encore plein de questions et qu'on attend encore plein de réponses. Voilà, c'était juste une réaction de ma part. Merci. Très bien. Je ne sais pas si M. Schneider a réussi à réactiver son micro ou sa connexion. Je voulais peut-être lui donner l'opportunité de s'exprimer, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Donc, on a déjà 2 observations. C'est mieux? Oui, allez-y, allez-y. Oui, excusez-moi. Donc, la question était juste de savoir comment les acteurs politiques, que ce soit les législateurs ou aussi l'exécutif, puissent donc s'inspirer des résultats de nos travaux. On l'a dit dans la première partie, donc, notamment lors de la PPE, donc, y compris aussi donc, la présidence de la République, parce qu'il y avait le Conseil politique du nucléaire qui a perturber aussi le déroulement des débats. Comment faire en sorte, donc, quelles sont les interfaces entre la CNDP et puis les acteurs politiques dans les mois à venir. Très bien, merci. Ce point a été déjà un petit peu abordé par M. Badré, mais peut-être que Hilaria Castillo voudra réagir à ce point. Je vais peut-être prendre une dernière observation. Je vois que Régis Pailroc des Voies du Nucléaire a levé la main. Je vais lui proposer votre organisation s'est déjà exprimée, je vais vous proposer d'être très concis et de partager, si vous voulez bien, votre observation, puisqu'il y a d'autres mains levées à la suite. Monsieur Weissrock. Oui, la présidente par intérim m'a parlé des controverses. On a vu dans les controverses qu'il y avait des éléments qui étaient factuels, d'autres beaucoup moins. Est-ce qu'il serait envisageable de dire, comme sur beaucoup d'autres choses, que l'IRSN et la SN pourraient avoir une position de juge de paix? C'est-à-dire que s'il y a des gens qui disent blanc, d'autres bleu, si la SN dit bleu, c'est bleu. Ou l'IRSN, par exemple. On l'a souvent vu, même dans le rapport, il y a des opinions qui sont mises en face d'un avis de l'IRSN concernant, par exemple, la sûreté. On nous dit, il y a une opinion ELV qui dit que les EPR2 seraient moins sûrs. Dans le rapport, en dessous, on dit, voilà l'avis de l'IRSN. L'avis de l'IRSN, c'est l'avis de l'IRSN. C'est pas une opinion, c'est une analyse scientifique. Donc, est-ce qu'il serait possible, dans les prochains débats, que des organismes comme l'IRSN, ils ont une expertise. Je veux dire, ELV, ces derniers temps, même Greenpeace, ont dit que l'IRSN avait un avis très qualitatif. Et fin du débat. Merci M. Weissrock. Je vais proposer à Hilaria Castillo de bien vouloir réagir. Hilaria, il y a eu plusieurs observations qui ont eu lieu. Oui. Oui, alors sur la question de l'information du public, le fait que le public doit d'abord être informé pour s'exprimer, nous aimons beaucoup être très conformes à la loi et appliquer aussi les principes de la participation. Tout d'abord, le texte de l'environnement qui régit la participation, il est très clair. Chaque personne a le droit d'être informée, de pouvoir s'exprimer, mais à aucun moment les textes disent qu'il n'y a que ceux qui sont dûment et correctement informés qui ont le droit de s'exprimer. Donc, le droit de s'exprimer revient à tout le monde, à ceux qui connaissent plus, qui connaissent moins, qui ont des opinions, qui n'en ont pas. Donc, bien sûr, nous n'allons pas trier les participants en disant est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez lu attentivement ou pas. Ce n'est pas prévu par la loi, c'est même contre, et ce ne fait pas partie de nos principes. En revanche, je constate que dans le cadre de ce débat, il y avait eu plusieurs parcours d'information pour permettre de pouvoir s'approprier des sujets. Deuxième élément de réponse, c'est aussi le fait que le débat a posé beaucoup de questions, certaines une réponse, d'autres non, d'autres l'auront plus tard, mais un débat public, ce n'est pas juste un moment où on pose toutes les questions et on a toutes les réponses. Un débat, c'est un débat, ce n'est pas une session de questions-réponses. Il y a une bonne partie qui est donnée à ça, donc il y a aussi des controverses qui resteront, qui vont se dépanner peut-être de se déployer un peu sur la durée. Voilà, ce n'est pas que ça. Après, si vous vous référez à des questions précises qui n'ont pas reçu de réponse dans le cadre de système des SQR, comme je l'ai vu tout à l'heure, la commission particulière va répondre tout et vérifier effectivement si la question posée sur le site n'a pas reçu de réponse. Donc voilà, de manière générale, comment la CNDP considère le fait les personnes
informés ou non informés, reconnaît leur droit quand même de pouvoir venir s'exprimer lorsqu'ils le souhaitent. Il avait une autre question, mais qui avait déjà reçu une réponse sur la manière d'intégrer les parlementaires. Mais je ne sais pas si cette première question, Michel va ajouter des choses parce que je vois qu'il lève la main. Non, je voulais juste rajouter un élément de réponse à l'intervention de M. Weissrock pour lui dire que pour l'essentiel, je suis d'accord avec ce qu'il a dit et pour confirmer une chose qu'on a déjà dite et écrite, que notre exercice de clarification des controverses, on a souffert d'une chose, c'est qu'on avait un délai très court pour le faire et du coup, on n'a pas pu le mener à fond comme ça avait été fait dans le plan de gestion des matières et déchets radioactifs il y a 4 ans, où on avait eu pratiquement 2 mois de plus et là, ils nous ont manqué ces 2 mois puisqu'on voulait avoir le document prêt au début du débat public. Mais c'est pas... Alors, effectivement, dans le PNG-MDR, l'IRSN était intervenu dans la construction même du document, mais ce n'est pas tellement ça, c'est le fait qu'on a fait un aller-retour de plus avec tous les partenaires pour passer au crible les réponses, et c'est ça qu'on n'a pas fait cette fois-ci, et ça nous a manqué. Mais cela dit, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire et qui était aussi dans le chat quelques minutes plus tôt, à savoir que la méthode, elle est intéressante, mais qu'elle n'est pas aboutie. Enfin, il faut encore la perfectionner et c'est ce qui sera fait, j'espère, à l'occasion de prochains débats publics. On n'a pas du tout la prétention d'être parvenu à un niveau d'équilibre entièrement satisfaisant. Merci David. Je vais juste peut-être être plus clair par rapport à ce que je l'étais, parce que je vois qu'il peut-être il a des choses qui ne sont pas claires. J'ai dit que chaque personne a le droit de venir s'exprimer, même s'il n'est pas informée, si elle ne s'est pas informée, elle n'a pas lu tous les documents qu'on a mis à disposition sur le site internet. Je n'ai pas dit que les personnes sont toutes habilitées à informer les autres. D'ailleurs, quand on s'exprime, on donne quand même un élément de connaissance aux décideurs, par exemple. Donc, le fait d'entendre les autres est un élément qui nourrit aussi le cadre de connaissance du décideur qui doit, in fine, prendre une décision. Donc, ce que je dis, c'est que les personnes qui viennent en débat, on ne leur demande pas s'ils ont étudié ou pas, s'ils sont informés ou pas correctement. Ils ont le droit de venir se renseigner, s'informer et dire, porter leur opinion, leurs questions, leurs attentes. Et j'ai dit aussi que le débat public est un endroit où on pose des questions, mais pas que ça. C'est un endroit où une chose, c'est un débat, une chose, c'est une session de questions-réponses. Les deux ne relèvent pas de la même logique, ce n'est pas le même exercice. Voilà de manière très claire ce que j'ai dit. Merci Laria pour cette précision suite aux échanges dans le chat. Il est 20h29, nous devons bientôt conclure cette réunion, mais j'ai vu 2 mains levées encore. Je vais vous proposer peut-être à Henri et à François peut-être un petit mot rapide, mais vraiment rapide. Je vous demande de faire preuve de concision parce qu'on souhaitait terminer vers 20h30, mais allez-y Henri, puis François. La parole. Donc, je suis adjoint au maire à la commune de Bramto, qui est sise entre les deux centrales de Panly-Paluel, et puis j'ai eu le plaisir d'avoir posé la première question à Dieppe. Donc, ma question est toute simple, pardon, à l'intervention de Madame, sur le deuxième transparent de Madame Casillo, vous faites référence à un temps administratif qui est assez long, alors que le président de la République avait annoncé que par décret, il ferait en sorte de raccourcir ce temps administratif dans la mesure où la planification des constructions des centrales de l'EPR2 est très tendue. Donc, merci. Avoir des précisions sur ce point-là. Voilà. Je vais donner la parole à Hilaria Casillo. Et j'ai coupé mon micro. Merci, merci à vous. Nous avons eu François également qui levait la main physique. Donc, nous l'avons vu à plusieurs reprises lever la main. Voilà, le micro est activé. François, c'est à vous. Alors, c'est presque à vous parce qu'on ne vous entend pas, par contre. Même si votre micro est activé, il a l'air de ne pas fonctionner. Je vous laisse quelques instants peut-être pour le dépanner. Sinon, je vous invite vraiment à peut-être partager votre propos dans le chat. Car là, techniquement, je vois que Zoom a ouvert le canal, mais qu'on ne vous entend pas. Le problème vient probablement de votre ordinateur. Écoutez, vous m'envoyez désolé, François, nous vous entendons pas du tout. Donc, voilà, le chat, s'il vous plaît. Merci, parce qu'on vous a vu faire des efforts avec la main levée à plusieurs reprises au cours de la réunion, mais malheureusement, ça n'a pas pu porter ses fruits.
Je vous propose, voilà, il est 20h31. S'il n'y a pas de... Ah, je vois Bernard Laponche, peut-être, qui a levé la main, peut-être une dernière main levée, mais vraiment la toute dernière, et après on conclut si vous le voulez bien. Monsieur Laponche. Eh bien, tout simplement, je me permets de remercier profondément la CPDP et la CNDP pour ce débat. On pourrait discuter de beaucoup de choses, mais il y a eu un travail considérable et je pense que, ayant participé beaucoup à plusieurs séances, je tiens absolument à vous remercier au nom de beaucoup de gens, je pense, qui ont apprécié tout ce qui a été fait. Voilà, c'était mon intervention, tout simplement. Merci, Monsieur Laponche. Comme je vous le disais, on approche de la fin de cette réunion. Je me permets simplement de rappeler, mais ça a été dit à plusieurs reprises, hein, à la fois par la commission particulière et par la commission nationale du débat public. Ce débat, il y a des étapes qui vont suivre. Nous avons un compte-rendu et un bilan qui est attendu, enfin qui vient d'être publié hier. Il y a une date limite de publication de la réponse des porteurs de projets qui est attendue dans les 3 mois. Et puis, un avis de la CNDP qui sera publié en septembre pour prendre en compte les enseignements du débat public dans la réponse. Donc, ce sont les prochaines étapes, on va dire à court terme. Toutes les autres étapes ont été présentées par l'équipe du débat et par la commission nationale. Cela sera suivi d'une concertation continue avec le public si le projet est décidé au cours de ces prochaines étapes. Voilà. Je vais passer peut-être la parole à Michel Badré, puis à Hilaria Casio pour un petit mot de clôture de ce temps, de cette étape importante du débat public. Michel, c'est à vous. Merci. Effectivement, je ne vais pas être long alors que je pourrais en avoir envie parce qu'après presque un an de travail sur ce sujet avec beaucoup de gens qui sont ici, on a envie d'avoir beaucoup de choses à leur dire. Mais j'y réfléchissais ce matin. Et de nouveau, à l'instant, en écoutant en particulier ce que disait Hilaria et ce qui a aussi été dit par l'un des intervenants sur le chat, à quoi jugera-t-on que ce débat a servi à quelque chose? Au fait que tout ce qu'on a dit, toutes les questions qu'on a posées, etc., seront reprises en main par les décideurs dans les mois et les années qui viennent et que ça aura marché. Ça, c'est la réponse de premier rang qu'on a fait hier aux journalistes qui nous ont posé la même question, à Hilaria et à moi. Mais en y réfléchissant ce matin, je me disais que ce débat avait apporté autre chose d'assez étonnant finalement et dont on ne parle jamais et que je vous livre. Je ne sais pas ce que vous en penserez. C'est qu'il se déroulait dans un contexte social et géostratégique, je dirais, qui n'était pas spécialement simple. C'était en même temps que le débat sur les retraites. Il y avait la guerre en Ukraine qui jouait beaucoup, notamment sur les questions économiques. Il y avait en plus, depuis longtemps, une espèce de sentiment de perte de sens de la vie démocratique. Et nous, on se livrait à un exercice démocratique. Donc tout ça, c'était un peu compliqué. Pourtant, il y a 10 000 personnes, si on en croit les chiffres qui ont été cités tout à l'heure par Isabelle, qui ont travaillé, échangé sur un sujet difficile sur lequel ils avaient des idées très différentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est encore apparu dans le chat aujourd'hui même. Qu'ils appartiennent à des entreprises du secteur nucléaire, à des ONG pro-nucléaires où ils interviennent comme bénévoles, ou à des ONG anti-nucléaires où ils interviennent aussi comme bénévoles, ou à des syndicats, etc. Tout ce monde-là a échangé avec des idées très différentes et je me suis demandé ce qui avait fait que tout ça avait tenu ensemble. Et la seule réponse que je trouve, c'est de dire que le point commun que nous avions tous, nous, membres de la CPDP, et vous tous probablement, c'était d'avoir le sentiment que le temps et l'énergie qu'on consacrait à ce débat, il servait à la fabrique de l'intérêt général. Alors nous avons tous certainement des idées différentes de ce qu'est l'intérêt général, et c'est normal et c'est bien comme ça. Je crois pour ma part qu'il n'y a que les pays totalitaires dans lesquels on oblige tout le monde à avoir la même idée de ce qu'est l'intérêt général. Ici, ce n'est pas le cas et c'est très bien comme ça. Mais je pense que ce qui nous a tenus ensemble, c'est ça, c'est que les uns et les autres, on se disait que l'intérêt, c'était de continuer à participer, à contribuer, à donner nos idées, etc.
Ce que je me disais ce matin, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que aussi longtemps que 10 000 personnes ayant des opinions très opposées, qui ne sont réunies que par la question qu'on leur pose et par rien d'autre, quand on réfléchit bien, pourront produire, trier, agréger de la matière à penser pour mettre en œuvre des convictions qu'ils ont. Eh bien, la vie commune dans nos sociétés démocratiques continuera à avoir un sens assez profond. Et aucun de nous ne pourra être réduit à attendre passivement ou en affûtant ses critiques à venir des décisions venues d'ailleurs, parce que nous aurons pu tous participer à l'exercice de notre droit, qui est de participer à l'élaboration des décisions. Alors, on termine le débat, je termine le débat, mais je ne suis pas le seul, avec quelques cicatrices, quelques regrets, quelques points dont on se dit que ça aurait été mieux de le faire autrement. Qui ne s'est jamais trouvé dans cette situation dans sa vie, je ne sais pas. Mais ce n'est pas très grave, c'est même pas grave du tout. Ce qui me semble vraiment important, c'est cette impression que nous avons participé à une œuvre démocratique commune. Elle est imparfaite comme toutes les œuvres démocratiques, mais c'était quand même bien. Et c'est ça qui me conduit à terminer, bien sûr, par un seul mot adressé à vous tous, et ce mot, c'est merci. Merci Michel. Je vais proposer à Hilaria de bien vouloir prendre la suite pour un mot de conclusion. Merci Hilaria. Ça, c'est pas vraiment un mot de conclusion. Michel a tout dit. Je m'associe complètement à tous ces mots, ce qu'il a dit. Ce débat public s'est tenu malgré tout, malgré un contexte très tendu, comme le disait Michel. Il a mobilisé, il a été vraiment ouvert, il a rassemblé beaucoup de personnes de points de vue différents, d'autres qui n'en avaient pas. Le public a pu être informé, il a donné son avis. Les parties prenantes qui avaient des points de vue très opposés, même, on peut quand même se parler, échanger, débattre, se questionner. Et ça, c'est à la fois ce que nous avons fait parce que nous sommes là pour garantir les droits de chacun et de chacune à être informés et à pouvoir s'exprimer. Donc, on a mis en place une procédure participative, mais nous avons fait aussi autre chose. Nous avons tenu un exercice démocratique, comme le disait aussi Michel. Nous avons fait les deux choses. Et donc, cet exercice est fait de votre parole, de la parole de chacun. Et c'est tout ça qu'on a essayé de manier, votre parole à vous, pour la donner de la manière la plus fidèle, exhaustive et complète possible aux décideurs. Maintenant, la balle est dans le camp des décideurs. C'est à l'heure d'être à la hauteur comme vous l'avez été, vous toutes et tous, pendant ce débat, en argumentant, en donnant du temps. C'est à eux d'avoir la même ambition que vous avez portée lors de ce débat. Donc, je vous remercie toutes et tous encore une fois, et encore un grand remerciement à la commission particulière du débat public tout entière d'avoir mené cet exercice démocratique. Merci Hilaria, merci Michel et merci à l'ensemble des équipes du débat. Je vous propose qu'on reste sur ces mots et je vous souhaite une très belle soirée à toutes et tous. Et voilà, nous nous associons aux remerciements à l'ensemble des participants qui ont donné de leur temps, de l'énergie à cet exercice démocratique. Et bonsoir à toutes et tous. Au revoir, bonsoir.